à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle session d'information. Voici les titres de ce vendredi. Nous irons au Larvoto pour parler du site audio et handiplage qui a ouvert ses portes. Nous visiterons un bateau japonais qui faisait escale en principauté. Coup de projecteur sur le concert qui avait lieu à l'école François d'Assise Nicolas Barré. Nous parlerons culture avec la 9e symphonie chorégraphie Maurice Béjart au Grimaldi Forum. Et enfin, nous terminerons avec la 3e édition de la Monte Carlo Polo Cup. Vous l'avez certainement suivi sur Monaco Info, la mission Solar Impulse clôt une étape importante après avoir quitté Nagoya en atterrissant à Hawaï ce vendredi. La nouvelle a bien évidemment ravi l'ensemble du centre de contrôle à l'auditorium Régnier 3. Extraordinaire, ouais, c'est fabuleux ce qu'on vient de vivre. Je suis très heureux pour André, mon ami, qu'on voit là. C'est dingue, quoi. Ce qu'il a fait, c'est fou. Et puis c'est extraordinaire ce qui a été fait ici à Monaco, dans ce centre fabuleux où on est à la maison, en fait. Je suis très heureux pour l'avion, ce que les ingénieurs nous ont offert comme outil pour réaliser cela. Et pour toute l'équipe aussi qui est là-bas à Hawaï, qui s'occupe de l'entretien de l'avion, du mobile hangar. Donc en fait tout ce groupe, presque 150 personnes qui travaillent aussi la communication, qui fait des films extraordinaires, qui couvrent cet événement, c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment ça pour le moment. Les premières choses auxquelles je pense, c'est tous ces gens qui travaillent autour de cet exploit. Est-ce qu'André a rencontré des difficultés sur cette étape Nagoya-Hawaï ? Oui, des difficultés, il y en a eu pour le pilote. Déjà, beaucoup de turbulences quand il voulait dormir, donc ça, c'était vraiment pas facile. On a eu quelques petits problèmes techniques, mais qu'on a réussi à gérer grâce au soutien de ceux qui ont conçu l'avion, qui ont pu nous donner les bons conseils, et surtout grâce à mon équipe ici, les Capcom et tout, qui ont fait un travail magnifique. Tout de suite, un point sur le site audio et handiplage qui est disponible depuis le 2 juillet dernier. Jusqu'au mois de septembre, la plage du Larvoto accueille les personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Plus d'explications avec Sandrine Nègre. Il se trouve à proximité du fameux Grand T, au centre des plages du Larvoto, le site audio et handiplage. Plusieurs jeunes y travaillent pendant la période estivale jusqu'au 7 septembre précisément pour permettre une prise en charge complète de 10h à 17h, 7 jours sur 7. C'est pas récent puisqu'en fait ça fait depuis je crois l'année 2000 que le site handiplage existe et donc chaque année le gouvernement princier met en association et en partenariat avec le club Suroptimiste les moyens pour mettre en place donc cette aide à la baignade aux personnes handicapées, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes aussi malvoyantes. Voilà. Et donc notamment par le biais de mise à disposition de matériel mais aussi d'handiplagistes puisque les handiplagistes sont recrutés chaque année, ils sont au nombre de 4 cette année et ils assistent donc les personnes qui ont besoin d'aide à la baignade. Depuis 2006, il existe le partenariat avec le club Suroptimiste. Donc c'est vrai que le club Suroptimiste a cette charge d'acheter du matériel nouveau et plus récent pour une meilleure baignade pour les personnes handicapées. Et nous, gouvernement, nous assurons la prise en charge des salaires des handiplagistes. Ce site audio et handiplage est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement et l'International Club Suroptimiste de Monaco pour permettre donc aux personnes en situation de handicap, à mobilité réduite ou malvoyantes de passer un agréable moment en totale sécurité dans les eaux monégasques. Le site bénéficie d'ailleurs de balises sonores. C'est une de nos membres qui avait vu vers Biarritz ce site handiplage, qui nous en avait parlé. Et nous l'avons donc créé en 2000. Voilà, donc ça fait 15 ans cette année. Il y a des fauteuils, il y a une table. Quand elle désire aller se baigner, chacune va sur un tir à l'eau. Nous avons 4 tirs à l'eau.
Le dernier est arrivé cette année, qui est tout beau, tout magnifique, parce qu'ils ont complètement évolué dans les tirs à l'eau. Les atouts de ce site, ça nous permet d'être comme des personnes valides, d'avoir une totale liberté grâce au gouvernement princier, grâce à la mairie de Monaco et au club Optimiste. Et donc d'avoir une totale liberté, de pouvoir jouir de la baignade et de la mer en toute liberté. Et pour terminer, quelques informations pratiques à connaître, comme la gratuité du parking pendant plusieurs heures et ce numéro de téléphone à composer si vous souhaitez annoncer notamment votre arrivée, le 06 78 63 09 41. Et restons du côté de la mer pour y découvrir un bateau des gardes-côtes japonais. Parti pour un tour du monde, ce dernier a fait escale en principauté. Les détails dans ce reportage. Il y a tout juste 7 ans, le Kojima faisait déjà escale en principauté. Ce navire a entamé un tour du monde annuel. Parti du Japon le 14 mai dernier, l'équipage navigue à travers les océans. Chaque année, il embarque quelques dizaines de diplômés pour une formation. Armé d'environ 80 membres d'équipage, ce bâtiment permet à ces hommes d'acquérir des compétences pratiques de navigation, ainsi qu'une expérience dans les domaines de la sécurité et de la sûreté. Il s'agit d'un navire-école qui forme les cadres supérieurs de l'Académie de garde-côtes japonais. Donc c'est un navire de formation pour les officiers supérieurs. Nous faisons faire le tour du monde à tous les diplômés afin qu'ils puissent faire un stage sur place, ce qui leur permet d'apprendre des métiers spécifiques dans des conditions réelles, tout en découvrant de nombreux pays. À l'occasion de la Journée mondiale de l'hydrographie, le souverain a pu visiter le navire, un événement pour le commandant japonais. Nous avons réalisé cette escale à Monaco car nous fêtons les 10 ans du Bureau hydrographique international. De plus, nous sommes ravis de découvrir la principauté car nous trouvons la ville très très belle. Et c'est un grand honneur pour nous de pouvoir rencontrer le souverain et de lui montrer ce navire. Le navire Kojima s'est amarré en principauté jusqu'au 1er juillet. Il vogue désormais vers le canal de Suez pour une arrivée le 7 juillet prochain. Direction François d'Assise, Nicolas Barré. Jeudi après-midi, des élèves ont présenté une pièce de théâtre un peu spéciale puisqu'ils étaient accompagnés de pensionnaires du centre Speranza Albert II. Un reportage d'Émilie Rousseau. C'est pour eux une réelle bouffée d'air frais en cette période de canicule. Régulièrement, les patients du centre Speranza Albert II participent à des activités intergénérationnelles. Un véritable levier thérapeutique pour ces personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou présentant des troubles cognitifs. Cette année, une nouvelle activité était proposée aux patients, le théâtre. C'est ainsi qu'ils ont présenté en milieu de semaine La Panthère Rose Enquête à Monaco, une pièce écrite à 4 mains avec ses enfants de 7e de l'école François d'Assise Nicolas Barré. On a mis 4 mois de travail, mais on a commencé à se pencher sur la question au mois de janvier. Donc on a construit entièrement la pièce, un peu écrite par les seniors, un peu écrite par nous. Et puis ensuite, on a commencé à échanger tout ça et on a commencé notre travail de répétition. Et là, ça a été vraiment un travail très, très, très enrichissant. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les enfants, eux, ont besoin de beaucoup de stabilité, ont besoin d'apprendre des textes. Et si on les sort de ça, ils sont perdus. Alors que les personnes de Speranza, c'est tout l'inverse. On ne peut pas les laisser dans quelque chose d'établi parce qu'on est dans l'improvisation en permanence. Donc il y a eu beaucoup de moments déstabilisants, mais très 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 constructifs. Cet échange intergénérationnel aura été l'occasion de partager des moments de joie et d'apprendre chacun sur soi. Parmi eux, nombreux sont ceux qui auront tissé un lien particulier avec les aînés. Le théâtre intergénérationnel, c'est une forme d'accompagnement et de prise en charge des patients. Je crois qu'au départ, c'est le lien de confiance qu'on établit entre soignants soignés qui se construit en fait au fur et à mesure des séances à Speranza et qui permet d'amener les patients un peu plus loin à chaque fois dans les ateliers qu'on propose. Et c'est vrai que dans l'atelier théâtre, on a poussé peut-être au maximum de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, cette approche et cet accompagnement. Une touche d'humour, une pièce rodée pendant 1 heure, petits et grands auront pris du plaisir sur les planches, une représentation longuement ovationnée par les familles venues découvrir leur travail. Fort de ce succès, cette activité devrait d'ailleurs de nouveau être proposée aux seniors.
Et vous venez de le voir, le conseiller de gouvernement Stéphane Valéry était aux premières loges de ce spectacle. Il revient sur ce partenariat. Je crois que tout le monde y a beaucoup gagné, mais il faut voir le spectacle bien sûr pour s'en rendre compte, aussi bien les enfants qui apprennent beaucoup, je crois, des patients qui fréquentent effectivement le centre d'accueil de jour de la ville Alzheimer et bien sûr de ces personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui prennent un énorme plaisir à rencontrer cette classe donc de FANB. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Ça donne un beau spectacle utile à tout le monde et aux deux générations et bien sûr d'abord et avant tout à ces personnes qui fréquentent le centre Speranza. Ça leur fait travailler à la fois leur mémoire, ce qui est très important, et ça leur permet de les mettre en valeur. Et je crois que c'est très important de savoir qu'on peut vivre avec cette maladie et qu'on peut faire de belles choses et même des choses créatrices et artistiques. Au chapitre culture, c'est l'événement au Grimaldi Forum avec la 9e symphonie, chorégraphie Maurice Béjart. José Sacré vous en dit plus. Le Grimaldi Forum et le Monaco Dance Forum présentent jusqu'au 5 juillet la 9e symphonie, chorégraphie de Maurice Béjart, musique de Ludwig van Beethoven sur des textes de Friedrich Nietzsche et de Friedrich von Schiller. Créée au Cirque Royal de Bruxelles en 1964, pour Maurice Béjart, cette pièce, transposition chorégraphique de la partition de Beethoven, était plus qu'un ballet, la participation humaine profonde à une œuvre qui appartient à l'humanité. Maurice Béjart, c'est un monstre sacré. C'est celui qui a permis aussi à la danse de totalement se démocratiser. C'est celui qui a amené pour la première fois la danse dans des stades, dans des lieux totalement différents que les théâtres où on avait l'habitude d'aller. Et ce spectacle-là est particulièrement symbolique. C'est vraiment un spectacle qu'il avait voulu populaire. Il avait vraiment cette ambition et cette volonté de partager avec le plus grand nombre des œuvres d'une grande exigence. Et je suis très très heureux parce que je pense que c'est probablement une des dernières fois qu'on peut présenter ce spectacle. Gilles Roman le directeur du Béjart Ballet Lausanne, a fait un travail formidable en retravaillant un peu l'œuvre de manière à ce qu'elle soit aujourd'hui un peu plus compacte. Et puis ça réunit ce que je suis très heureux, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Gianluigi Gelmetti nous a beaucoup aidé aussi pour l'orchestre. Jean-Louis Grindin nous a beaucoup aidé aussi pour trouver aussi les solistes, chefs d'orchestre. Et tout ça fait qu'il y a une synergie incroyable avec un spectacle monumental comme on n'en fait plus. Il y a plus de 200 personnes sur scène à un moment. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir parce que je ne pense pas que ce genre de spectacle puisse encore exister sous cette forme-là. C'est vraiment quelque chose de totalement unique. Maurice s'est mis vraiment au service de la musique et au service du message de Schiller. C'est un ballet de structure, c'est un ballet de déplacement dans l'espace, une chorégraphie très 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 bien réglée. Les danseurs sont portés par la musique, donc toute la compagnie adore faire le ballet, jusqu'à présent. On l'a présenté au Japon avec le Tokyo Ballet, puis je l'ai présenté à Lausanne dans une grande patinoire très populaire, justement pour retrouver l'idée même de ce ballet qui est une communion avec les gens de toutes les classes, de tous les âges, etc. Et c'est ce qui s'est passé les deux fois où on l'a représenté dans les deux villes différentes, donc on va voir ici ce que ça donne. Mais les danseurs sont très très heureux de participer. Et puis il y a des miracles. Par exemple, j'ai fait au Japon avec le Tokyo Ballet, on est parti en tournée en Chine. C'est quand même miraculeux de voir les Japonais, les Chinois, des Noirs, des Blancs, des Verts, tout ça se donner la main devant les politiciens, quand même. Ça leur montre que c'est possible aussi. Et il y a un côté bien sûr utopique, mais il faut croire, il faut rêver, il faut s'imaginer qu'on peut dépasser nos races, nos séparations, etc. Et c'est une œuvre qui sert à ça.
Et pour terminer, coup de projecteur sur la 3e édition de la Monte Carlo Polo Cup, une compétition où se mêlent prestige, sport et élégance. Un reportage de Dominique Poulain. C'est au cours d'une conférence de presse dans la salle Bellevue du Café de Paris qu'a été présentée la 3e édition de la Monte Carlo Polo Cup. Le président Francesco Mitrano avait réuni ses convives pour présenter les différentes étapes de la manifestation, les partenaires de l'événement ainsi que les équipes sans leur monture mais dans une tenue impeccable. C'est lui, Francesco Mitrano, qui il y a quelques années maintenant a décidé d'initier la principauté à cette discipline en créant le premier club de polo monégasque. Je dis que c'est un sport fait pour Monaco, même parce que Monaco c'est quand même un endroit, un pays très particulier, très électif, très particulier, comme le polo. Des chevaux, des cavaliers, une petite balle et des maillets, la 3e édition de la Monte Carlo Polo Cup regroupe 4 équipes de 4 joueurs. Des joueurs de haut niveau arrivés pour l'occasion d'Europe, des USA et d'Amérique du Sud, et plus particulièrement d'Argentine, patrie des meilleurs joueurs et terre traditionnelle du jeu depuis que les Anglais ont introduit ce sport il y a un siècle. Parmi les cavaliers, ou plutôt les cavalières, Chantal d'Aquarone, la seule femme inscrite à la Monte Carlo Polo Cup. C'est beaucoup mieux de jouer avec les hommes qu'avec les femmes, car les hommes sont plus forts. C'est donc beaucoup plus intéressant et finalement, on se sent comme un homme. C'est vraiment bien. Un jour, on m'a fait cadeau d'un poney de polo. Après, j'ai eu un cheval, puis 2, puis je suis partie vivre en Afrique. Et là, j'ai eu beaucoup de chevaux. Et maintenant, c'est une passion qui dure depuis plus de 30 ans. Après avoir foulé la pelouse du terrain du Devins à Beau Soleil lors des 2 précédentes éditions, les équipes se retrouvent cette année au domaine de Virvan à Saint-Martin-de-Peille pour une compétition sportive où l'élégance est toujours de mise, mais qualifiée aussi par beaucoup de sport mondain. Le polo, c'est un sport élitiste, je voudrais dire. Et mondain, bon, après, c'est le glamour de toutes les choses d'un certain niveau. C'est un sport qui a besoin de beaucoup d'investissement. C'est un sport avec des chevaux. Et il faut voyager beaucoup pour participer à des tournois. Il faut avoir une organisation. Et comme toutes les organisations, ça a quand même des investissements d'énergie et économique aussi. Spectacle mondain, peut-être, mais une fois sur le terrain, le polo n'a plus rien de mondain. C'est un sport très dur et très viril. C'est un sport très difficile. C'est un sport très difficile parce que c'est un sport qui, pour être joué, on a une connaissance de l'équitation. On doit avoir une bonne base d'équitation au niveau sportif et athlétique aussi. Parce que vous imaginez de jouer et d'être concentré sur une petite boule avec la mallette. Et on ne pense même pas qu'on a son cheval. C'est un tout temps avec les animaux, avec le cheval. Parallèlement à la compétition, le rituel des rassemblements de polo, à savoir le concours de chapeau des dames. Et à l'issue des 3 jours de compétition, la Monte Carlo Polo Cup se terminera avec une soirée de gala au profit de la Fondation Princesse Charlène. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et passons à présent aux prévisions météo pour ces prochains jours. Samedi, du soleil au programme et des températures qui iront de 27 à 31 degrés. Dimanche, toujours un ciel très bleu avec un thermomètre allant de 27 à 32 degrés. Lundi, un début de semaine très ensoleillé avec des températures largement supérieures au normal. Et enfin, mardi, quelques nuages insignifiants, très peu de vent et une maximale de 31 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bon week-end à tous sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.